avant même de parler du virus, c'est les premiers constats. Alors tout le monde, quand je regarde tout ce qui circule sur Internet, tout le monde a à peu près dit ce qu'il fallait penser globalement, mais par petits bouts. Ce que je vais essayer de faire, moi, c'est une synthèse, comme quand j'avais fait ma première allocution sur les gilets jaunes, je ne sais pas si vous vous en rappelez, j'avais essayé de prendre la totalité de la question à bras-le-corps, et d'ailleurs, si vous vérifiez avec le recul, je ne m'étais pas trompé de beaucoup. Moi, mon petit plus, c'est la synthèse, hein, j'essaye de ne rien laisser de côté. Alors, premier constat, effectivement, l'Europe n'existe pas. Quand je parle de l'Europe, c'est l'Union européenne. Hein. On voit que quand il y a une crise grave, puisqu'on est quand même dans une crise, quelle que soit l'interprétation qu'on lui donne, chaque pays s'est refermé sur lui-même, a pris ses décisions, et on savait déjà que l'Union européenne n'existait pas diplomatiquement ni militairement. Elle n'existe pas non plus sur le plan, je dirais, civique. Hein. C'est une bonne chose de le découvrir, puisque qu'est-ce qui reste de l'Union européenne, en fait? Des contraintes budgétaires, qui sont, on va le dire, notamment à l'origine de la destruction de l'hôpital public, qui est un des gros problèmes qu'on vit actuellement, et puis une monnaie surévaluée, qui est un Deutschmark habillé en euros, qui pénalise toutes les économies nationales au sein de l'Union européenne, sauf les Allemands, mais les Allemands se retrouvant avec que des débiteurs insolvables. Donc à un moment donné, on n'a finalement aucun avantage à l'Union européenne, à part une toute petite oligarchie dont on voit de plus en plus qu'elle est, comment dirais-je, prédatrice, au-delà même d'être, je dirais, parasitaire. Et puis après, bon, on abordera peut-être un sujet un peu plus dangereux sur une certaine densité communautaire. Hein. On redécouvre les bienfaits de la frontière, et surtout on découvre que les États de l'Union européenne, quand ils ont la trouille et qu'ils décident de fermer les frontières, ils le font très bien. C'est-à-dire que la passoire à migrants est donc bien une volonté on va dire de pourrissement des peuples et de pourrissement de la situation sociale par ce que certains appellent le grand remplacement, et que moi je préfère plus justement appeler le grand métissage, hein, et qui produit, on l'a déjà dit 10 fois, du chaos horizontal. Quand les pouvoirs centraux le veulent, ils peuvent du jour au lendemain et très virilement, c'est-à-dire très policièrement, refermer les frontières. Donc là, on voit quand même le mensonge comment dire, les mensonges du pouvoir qui prétendent que les directives européennes empêchent de... Non, je veux dire, tout ça est de la décision politique, révocable à tout moment. Donc, je dirais que l'Union européenne, hein, cette Europe antinationale, est à poil en ce moment, grâce au moins au virus. C'est un des bénéfices de cette période. Hein. Il y a des types qui ont du mal en ce moment à se positionner. Le petit Glucksmann qui nous disait qu'il fallait absolument accueillir tous les migrants du monde. Hein. Là, ce qu'il dit, c'est cette situation actuelle vous fait découvrir ce que c'est que d'être un migrant. Bah, on s'en fout. Je veux dire, d'abord, on n'est pas des migrants, on est des natifs, des nationaux. Et c'est plutôt cette situation actuelle nous fait plutôt découvrir quel est l'intérêt du nomade parasite et du nomade prédateur, et que c'est radicalement pas celui du sédentaire producteur. Et c'est ça que la situation actuelle exacerbe, hein, cet antagonisme. Voilà. Alors après, je rappelle qu'on est 99% de sédentaires producteurs, et que lui représente 1% de nomades parasites, et il représente même dans ces 1% les nomades parasites du haut, qui manipulent les nomades parasites du bas, qui vivent aussi, il faut le dire, une extrême souffrance. Hein. Là, c'est pareil, il faut toujours faire de la chronologie. Nos démocraties libérales libertaires se sont tournées progressivement vers le libéralisme sécuritaire, et aujourd'hui on le voit, le libéralisme autoritaire, et pas qu'un peu, parce que je fais remarquer qu'on circulait mieux dans Paris, notamment sous l'occupation allemande. On peut rappeler les 3 temps. Le premier temps, ça a été quand même le 11 septembre, et cette espèce de fable du terrorisme islamique. Il y a toujours, c'est pareil, il y a une réalité, et puis l'interprétation catastrophiste qui en est faite, et puis aussi les manipulations. On voit vraiment qu'il y a un rapport très profond, et ça résonne avec État profond, entre le coronavirus et le terrorisme islamique. Et si je veux le faire en 3 temps, on a eu le 11 septembre, le terrorisme islamique qui a justifié du Patriot Act, et même du Patriot Act à la française. Deuxième étape, pour monter encore dans l'état, enfin dans l'autoritarisme, on a eu le réchauffement climatique, avec là le baratin, il faut sauver la planète, et devant le salut de la planète, tout s'efface. Hein.
Et le troisième stade, on y est, c'est maintenant, il faut sauver l'humanité. Et là, c'est la totale, puisque confinement généralisé, blocage total de l'économie, et surtout état policier intégral. Hein, puisque là, on n'est plus dans le complotisme virtuel ou le complotisme Internet. On vit le complotisme à l'échelle 1-1. Hein, il suffit de voir qu'aujourd'hui, nous sommes obligés, sous peine de répression violente, hein, amende, puis même peine de prison, de rester chez nous à attendre les ordres. Tout ça est l'accomplissement du scénario que j'ai bien énoncé dans Comprendre l'Empire. Je rappelle, j'ai sorti en 2011, dont le sous-titre est « Demain, la gouvernance globale, on y est » ou « La révolte des nations ». On n'y est pas, mais ça va venir, à mon avis, si le confinement forcé se prolonge comme ils le prétendent. Et je rappelle que les gens aujourd'hui vivent dans des petits appartements, beaucoup de familles monoparentales, des enfants très très mal éduqués d'un point de vue de la discipline, ce qui veut dire que déjà au bout d'une semaine, il y a quand même des tensions, puisque les gosses ont besoin de sortir et de s'amuser, les gens qui sont contraints au télétravail dans des petites surfaces avec des gosses qui hurlent à côté, ils pètent les plombs, les engueulades de couple forcément, les problèmes aussi quand on va se ravitailler de risquer de se faire emmerder, soit par les flics, ce qui est insupportable, hein, soit par un connard, en général c'est une connasse qui vous fait remarquer que vous n'avez pas bien mis le masque ou vous ne respectez pas la distance d'1,50 m. Ils imposent de prolonger le confinement à je ne sais pas combien, 45 jours, on va avoir des émeutes, et pas que des émeutes en banlieue, parce que là aussi, il faudra parler quand même d'un traitement au nom de l'égalité républicaine qui est complètement absurde, c'est de traiter de la même manière les centres urbains, les banlieues et les campagnes. Hein. Il est évident que le confinement ne se justifie pas du tout dans les campagnes françaises compte tenu du nombre d'habitants au kilomètre carré. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils font pour surveiller le mec qui va se promener avec son chien, le fermier qui va se promener avec son chien dans des zones désertifiées par l'exode rural. En banlieue, effectivement, il y a des tensions ethniques, des tensions sociales qui font que ces populations, c'est vérifiable, hein, c'est pas la peine de faire du politiquement correct, ont beaucoup plus de mal à obéir aux injonctions d'État. Voilà. On n'a rien à faire du confinement. Rien à faire. Nous, on demande la police permanente. Hein, donc on voit qu'ils ne vont pas se tenir tranquilles aussi facilement. Et puis donc il reste après on va dire les centres urbains. Alors après c'est toujours pareil. Dans les quartiers bourgeois, il n'y a pas besoin de beaucoup de présence policière. Et puis à mon avis, il y a beaucoup de dérogations. On a déjà vu que Zemmour, lui, se baladait assez facilement. En fait, on est un peu dans une situation, je dirais, Anne Frank inversée. Hein. C'est-à-dire qu'on est tous, nous, des Anne Frank, mais il y en a qui, évidemment, visiblement, on l'a vu hein, sur Internet, avec l'histoire du Shabbat, peuvent circuler sans même avoir d'attestation. On est bien dans cette situation-là aujourd'hui, hein, pour citer, comment dirais-je, un Cohn-Bendit, de majorité ultra persécutée par une minorité de plus en plus illégitime et je dirais brutale à mesure que l'immense majorité découvre son illégitimité.